Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais préparé une petite animation qui était un tableau de Saint-Michel-Archange, non pas parce que c'est mon patronyme, mais parce que je trouvais que c'était une illustration tout à fait indiquée quant à ce que nous allons évoquer ce soir. Euh, et notamment parce que Michael, qui est le prince des armées célestes, celui qui est chargé de contenir et de mettre en échec les forces du mal, est très souvent représenté écrasant de son pied l'homme pervers ou le diable, selon l'interprétation qu'on lui donne, mais toujours avec un visage extraordinairement serein. On sent qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'est pas dans le combat, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas descendre au niveau des forces qu'il cherche à mettre en échec, mais que c'est précisément dans cette clarté, dans cette détermination, dans cette verticalité qu'il a la possibilité de euh, garder sous contrôle, de mettre hors d'état de nuire les forces de l'ombre. Et ça rejoint vraiment ce que j'avais évoqué dans un récent module en parlant de l'art martial russe du systéma, dont l'objectif n'est pas de détruire l'ennemi, mais de lui faire passer l'envie ou la possibilité de vous agresser avec le moins de violence possible. Et en préambule de ce que nous allons évoquer ce soir, je trouvais vraiment que cette image tout à fait classique dans notre culture de Saint Michel Archange terrassant le démon ou l'homme pervers était vraiment une bonne représentation. Le thème de la perversité, il est extrêmement compliqué par rapport à notre humanité, pour un ensemble de raisons que nous allons creuser de manière vraiment très précise ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de mode où on parle de pervers narcissiques un peu à tort et à travers, et des gens qui se méfient des étiquettes psychologiques ou psychiatriques nous mettent en garde à ce sujet de manière qu'il faut savoir écouter. C'est pas parce qu'on a un différend avec quelqu'un ou qu'on trouve que quelqu'un se comporte mal que c'est forcément un pervers narcissique. Cela dit, autant les étiquettes doivent être prises avec des pincettes, autant elles correspondent souvent à des réalités tout à fait objectives. Et en l'occurrence, c'est vrai que la mise en lumière de cette typologie de personnalité que sont les pervers à un moment donné est quelque chose qui a eu aussi l'immense avantage de permettre de faire entrer dans la compréhension commune le fait qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient animées par des valeurs qui sont, et c'est ça la caractéristique du pervers, antagonistes à tout ce qui fait notre humanité, et en particulier la bonne foi et la bienveillance. Alors j'ai partagé à plusieurs reprises que j'ai eu un très méchant baptême du feu par rapport à ces réalités. J'ai été sous emprise d'un manipulateur pervers sur le plan professionnel pendant de longues années, et en n'ayant vraiment absolument rien vu. Et comme ça arrive souvent quand on est sous emprise durablement, ça m'a conduit à un moment donné où j'ai eu des problèmes de santé vraiment très sérieux. On dit que les victimes des pervers, s'il n'y a pas quelque chose qui interrompt l'emprise à un moment donné, finissent toujours par être malades et vraiment avoir des maladies graves, à avoir des accidents, et notamment parce qu'ils sont tellement déboussolés sur le plan psychique et cognitif qu'il y a des pertes d'attention ou des prises de risques indirectes qui se passent inévitablement, ou bien en viennent même à se suicider tellement la vie est devenue folle pour eux ou pour elles. Et en ce qui me concerne, donc j'ai été malheureusement très très loin dans cette emprise parce que je ne me suis pas du tout rendu compte de ce qu'il arrivait. Et à la faveur de deux phénomènes qui se sont rencontrés, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui est d'un côté que même si j'observais chez cette personne un ensemble de comportements qui me paraissaient ne pas être adéquats,
j'étais dans cette propension bienveillante à accorder le bénéfice du doute, à me dire qu'il pouvait avoir ses raisons, que il fallait pas être dans le jugement, que chacun avait ses humeurs ou ses difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette cette aptitude bienveillante qu'on a vis-à-vis des autres et qui est juste par rapport à tous les êtres humains, sauf les pervers et les psychopathes, est quelque chose qui, de mon point de vue, m'a complètement piégé. Et en l'occurrence, il y avait des personnes dans mon entourage qui, l'ayant vu, m'avaient dit: «Mais ouais, il nous fait vraiment pas bonne impression, je ne comprends pas ce que tu lui trouves». Mais moi, j'étais scotché dans cette, bénéfice du doute, dans cette bienveillance excessive. Et puis lui-même, je l'ai découvert après, étant donné que j'étais pas évidemment pas le seul à avoir été sous son emprise, heu, agissait pour chacune de ses cibles des ressorts différents. Et moi, en l'occurrence, il avait utilisé les ressorts de l'éthique et de la compassion. Donc il se présentait comme étant quelqu'un de profondément compassionnel et éthique, et évidemment que ça me touchait énormément. Parce que dans mon système à moi, si quelqu'un est compassionnel, bah, c'est un petit peu les meilleurs, la meilleure configuration qui puisse exister. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas nourrir de soupçons par rapport à quelqu'un qui démontre être compassionnel et éthique. Jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'avec d'autres personnes, il était complètement différent. Et notamment extrêmement autoritaire, abusif, presque terrorisant vis-à-vis de personnes pour lesquelles c'était la bonne approche pour les mettre en stress et pouvoir les manipuler à sa guise, mais aussi avec un cloisonnement rigoureux entre les différentes relations bilatérales qu'il avait, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu terroriser qui que ce soit, alors que des personnes m'ont dit dans le débriefing, une fois que je me suis rendu compte de quoi il était question, les agissements qu'il avait eus envers eux. Et donc, en résumant comme ça à l'essentiel, cette expérience personnelle extrêmement douloureuse, mais extrêmement formatrice aussi, on voit qu'il y a effectivement les deux éléments du piège ou de ce puzzle malsain qui s'emboîte, c'est-à-dire une victime qui est dépourvue des moyens d'identifier le problème et des signaux d'alarme que d'autres, en l'occurrence, avaient eu dans mon entourage, et puis un manipulateur qui évidemment est manipulateur et donc sait exactement sur quelle corde jouer. Alors, évidemment que les phénomènes d'emprise de cette nature sont extrêmement toxiques et destructeurs. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en remet très vite. On peut vraiment tomber très malade ou aller très mal comme résultat de cette emprise, et au moment où on ouvre les yeux, et ben, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère. En ce qui me concerne, mais comme la plupart des gens qui ont été sous emprise, j'ai cherché à comprendre le plus vite et le plus exhaustivement possible. J'ai des amis psychiatres, j'ai des amis psychothérapeutes, donc ça a été extrêmement rapide. Je me suis tourné vers des personnes qui avaient des bonnes compétences, souvent par expérience préalable aussi, et donc j'ai pu construire un bagage de compréhension et de savoir-faire qui font qu'aujourd'hui, je repère très rapidement les processus de manipulation. J'identifie très vite les personnalités perverses. Et puis, ça tombe bien, parce qu'on est malheureusement dans une époque qui est caractérisée par une inflation drastique du nombre de profils pervers aux positions de commande, et même une mentalité collective qui a basculé dans un registre de perversité. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai diligemment fait mon travail. Je vous présenterai une petite bibliographie en cours de route, parce que vous voyez, j'ai toutes sortes de livres que j'avais achetés à l'époque et que je continue d'acquérir pour continuer à me renseigner sur ce sujet. Mais le point de départ sur lequel je tenais vraiment à insister, c'est que pour moi, la grande découverte de sortir de l'emprise a été celle de découvrir qu'il y avait des êtres humains dont la seule finalité, dont la seule intention est de détruire les autres. Alors, comme tout un chacun, je connais l'histoire.
Je connais l'histoire du totalitarisme, je connais l'histoire des lynchages, je connais l'histoire des processus de boucs émissaires, je connais les génocides. Donc j'ai envie de dire, j'avais évidemment dans ma compréhension historique ou anthropologique le fait que de tels processus pouvaient se dérouler. Ce qu'il me manquait comme compréhension, c'est le fait que des individus insérés dans la société, normaux selon tous les critères extérieurs, pouvaient être intérieurement agis par cette nécessité, cette obsession, cette monomanie de passer leur vie à détruire les autres. Et là, il y avait quelque chose, effectivement, qui ne faisait pas partie de mon logiciel psycho-affectif. Et d'ailleurs, j'observe aujourd'hui que lorsque je parle de ce genre de phénomène ou que j'aborde des cas concrets où ces réalités existent, qu'un certain nombre d'autres personnes sont dans le même cas. Oui, mais c'est pas tout blanc, tout noir, il y a pas les bons et les mauvais, on peut pas caricaturer les choses comme ça. Et de nouveau, toutes ces préventions qui sont tout à fait naturelles et justifiées la plupart du temps, en tout cas dans le cadre des relations normales, ne le sont pas avec les pervers. Alors, entrons en matière dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité perverse? Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça a été très difficile même d'imaginer, de me représenter que ça pouvait exister. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en psychologie autour du sujet qu'on appelle la tétrade noire. C'est un peu dramatique comme ça, mais le profil l'est lui-même. Donc, effectivement, ce sont des personnalités qui, pour des raisons qu'on va défricher ensemble, manifestent 4 traits de personnalité tout à fait caractéristiques et qu'on ne retrouve jamais dans cette intensité combinée ensemble, qui sont d'une part le narcissisme, ça c'est il n'y a que moi qui existe, et les autres soit sont des objets, soit sont des choses, soit sont tellement inférieurs à moi-même qu'ils ne méritent pas d'exister au même titre que j'existe. Ce sont des individus profondément égocentriques, mais dans un centre extrêmement arrogant et dominant, qu'ils cachent souvent évidemment pour faire illusion. La deuxième composante, c'est le machiavélisme. Alors, Racamier, qui a été le premier à formaliser cette typologie psychique, avait cette fameuse parole que j'ai souvent citée, que Vincent Pavant m'avait fait connaître, où il disait « Un pervers, c'est une personne pour qui un mensonge réussi vaut une vérité ». Donc, ils mentent comme des arracheurs de dents, sans aucun scrupule, parce qu'il n'y a aucun commitment, il n'y a aucun engagement envers la vérité. Et j'ai souvent dit que les recherches en psychologie sont un petit peu gênantes. Elles disent qu'on ment en moyenne entre 10 et 20 fois par jour. Mais évidemment, des petits mensonges. Vous êtes en retard, vous dites à quelqu'un « j'arrive dans 10 minutes », vous savez que vous allez arriver dans 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire, vous minimisez le prix d'un achat, ça vous a coûté, je sais pas moi, 90 francs, et puis vous avez peur de vous faire reprocher, vous dites ouais, c'était pas très cher, c'était un petit peu au-dessus de 60 francs. Vous voyez ce que je veux dire? On s'accommode avec le réel, mais avec 2 caractéristiques. Le premier, c'est que c'est jamais grave, et puis qu'il y a toujours une culpabilité qui va avec. Et plus le mensonge est grave, plus la culpabilité est forte. Parce que ça fait partie, c'est au cœur de notre système de valeurs. Hein, il y a des structures du cerveau qui sont même dévolues à ces compétences, que notre intégrité nous interdit de dire n'importe quoi à n'importe qui pour en tirer profit. On ne se sent pas bien avec ça. Et à tel point que quand on a menti sur quelque chose de vraiment excessif, très souvent, notre conscience va nous travailler jusqu'au point où on va faire amende honorable. On va avouer le fait qu'on n'a pas été honnête et qu'on est vraiment désolé. Et il y a un processus comme ça de confession, de réparation et de pardon qui se mettent en place.
Jusqu'à ce que, ça c'est en général quelque chose qu'on vit pendant l'enfance et l'adolescence, on arrive, si tout va bien, à l'âge adulte avec ce repère qui pour moi est tellement fondamental. C'est un petit dicton que j'ai glané en cours de route, mais qui dit que le grand avantage de dire la vérité sur le fait de mentir, c'est qu'on n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'on a dit. En d'autres termes, quand on dit des choses qui sont fausses, on est obligé de s'en souvenir, de savoir à qui est-ce qu'on a dit quoi pour ne pas être découvert, et en fait, ça mobilise énormément d'énergie psychique. Alors que le grand avantage de dire la vérité, même s'il y a des moments où ça peut être un peu embarrassant parce que ça nous fait paraître pas sous le meilleur jour ou que c'est pas exactement ce que les autres voudraient entendre, c'est qu'au moins on n'a pas à se faire de soucis par rapport à tout ça. Donc voilà, normalement, on a tous une adhésion à la vérité qui est un petit peu adaptable, mais à l'intérieur, j'ai envie de dire, de limites qui ne sont pas trop grandes. Et les pervers, les manipulateurs pervers, eux, ont comme caractéristique d'être totalement machiavéliques. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous raconter mais tout et n'importe quoi dès que ça passe, ou aussi longtemps que ça passe, ils s'en contrefichent. Alors j'ai souvent mentionné Emmanuel Macron ou Olivier Véran comme malheureusement, des personnalités extrêmement caractéristiques des manipulateurs pervers, et on voit effectivement que ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule à dire « je vous assure que nous ne ferons jamais, il est hors de question que », et que vous savez que quand ils disent ça, à la limite aujourd'hui on en est même au point de se dire on est sûr qu'ils vont le faire. On a compris que ça marchait comme ça. Mais évidemment que c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on marche sur la tête. Et donc après, on est dans cette perturbation des repères qui font qu'il y a ce mensonge éhonté et répétitif, mais que la plupart des gens n'arrivent pas encore à mettre à jour leur logiciel de décodage pour comprendre que quand Macron dit quelque chose, il n'a absolument aucune sincérité d'aucune sorte. Alors, il y a des indices comme ça sociologiques, j'ai envie de dire. Vous savez que si on interroge les gens sur la confiance qu'ils ont à la presse actuellement, en France, on est en 24 et 26% de confiance. C'est évidemment très bas, c'est encore beaucoup par rapport à la réalité du travail des médias. Mais quand on interroge la population sur sa confiance en les autorités et le gouvernement, on est à 50%. Alors qu'elle devrait être encore plus basse qu'avec la presse. Enfin, elle devrait être à 5% et pour l'un et pour l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas intégré le fait que pour Macron, pour Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, pour Elisabeth Borne, enfin pour tous les ministres, quand ils disent quelque chose, ça n'a absolument aucune valeur autre que l'intérêt tactique de ce que ça va générer sur l'opinion publique au moment où ils le disent. Le troisième élément, c'est la psychopathie. Alors ça, c'est quelque chose évidemment d'assez terrifiant. On demande souvent quelle est la différence entre les sociopathes, entre les psychopathes, entre les pervers. Il faut peut-être faire une parenthèse à ce stade pour indiquer que nous sommes dans quelque chose qui, pour l'instant, se situe hors des catégories diagnostiques, notamment psychiatriques. Alors, je me permets de prendre un tout petit peu de recul sur cette question parce que c'est important. On va faire un tout petit peu d'anthropologie médicale. Vous avez, dans le domaine somatique comme dans le domaine psychique, une typologie des maladies. La nosologie, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble des définitions des maladies. La nosographie, c'est ce qui caractérise chaque maladie en particulier. Et une maladie, c'est en général un bouquet de symptômes. Donc, si vous avez la fièvre, que vous toussez, que vous avez le nez qui coule, a priori, ça sera une infection respiratoire, virale ou bactérienne. Et puis après, on peut affiner jusqu'à trouver quelle est la catégorie de maladie ou quelle est la maladie en question. Et ça, donc, on a la nosographie, qui est le détail des symptômes regroupés en syndrome ou en maladie. Puis la nosologie, c'est la classification de toutes les maladies. Il y a un autre terme qu'il faut introduire qui est l'étiologie. Ça, c'est la démarche qui explique les causes d'une maladie ou d'un syndrome en particulier. Et il faut savoir que sur le plan psychique, des maladies psychiques ou des troubles psychiques,
On a un manuel statistique diagnostique de référence qui est américain, qui s'appelle le DSM, et qui, jusqu'au DSM-3, était d'inspiration très psychodynamique, donc découlant de la psychanalyse, avec une étiologie. C'est-à-dire qu'on expliquait pourquoi une personnalité était psychotique, névrosée, perverse, borderline, névrosée, obsessionnelle, comme ça, avec des théories dérivant des observations de Freud et des générations de psychanalystes. Et puis dans le passage du DSM-3 au DSM-4, on a bazardé complètement l'étiologie pour aborder une approche beaucoup plus phénoménologique, c'est-à-dire être uniquement dans le repérage des symptômes et puis le fait de définir des maladies ou des syndromes qui recoupent un certain nombre de symptômes. C'est un mouvement qui a eu des avantages et des inconvénients, mais en particulier de déboucher sur quelque chose qui, il faut le savoir, n'est pas scientifique du tout. Les différentes catégories de maladies telles que le définit le DSM aujourd'hui ont une très très faible scientificité pour un ensemble de raisons. La première, ça ne surprendra pas les personnes qui me suivent depuis un certain temps, c'est qu'en fait, on a beaucoup défini aujourd'hui les pathologies dans le DSM en fonction des médicaments qu'on avait à disposition et qu'on pouvait chercher à écouler. Ça peut paraître gros, mais c'est pas une blague. On a littéralement fait des maladies parce qu'on avait des molécules à disposition. Puis l'autre raison, c'est parce que de toute manière, c'est très difficile d'être scientifique dans ces réalités, ce qui de toute manière est un terme un peu galvaudé aujourd'hui. Et donc, une critique, il y a une étude célèbre de l'Université de Liverpool qui a été publiée il y a 2 ans, qui dit, mais au fond, on retrouve à peu près les mêmes symptômes dans plein de maladies différentes, assemblés un peu différemment, mais finalement, avec un tableau d'un certain nombre de symptômes, vous pouvez aussi bien être diagnostiqué comme étant borderline, bipolaire, avoir des troubles schizoaffectifs, avoir des états... Voilà, ça va dépendre un peu et on sait effectivement que c'est très difficile pour les psychiatres dont c'est le métier d'arriver à des diagnostics parce que la matière simplement n'est pas solide. Et donc, pour revenir à notre propos, en ce qui concerne les manipulateurs pervers, expression que je préfère à pervers narcissique, justement parce que pervers narcissique est un peu trop à la mode. Les sociopathes et les psychopathes, ça n'est pas des pathologies qu'on trouve pour l'instant dans les DSM. Attends, c'est pas dans une classification que ça n'existe pas. Et pour en faire un repérage peut-être clair entre ces différentes catégories, on pourrait dire que la psychopathie stricte, c'est des pulsions sadiques et agressives, sans aucune empathie, c'est-à-dire aucune considération pour le ressenti des autres. Et donc, dans la catégorie de la psychopathie, on trouve notamment tous les serial killers, les kidnappeurs et violeurs d'enfants, les éventreurs comme dans l'Angleterre du 19e siècle. Enfin, c'est très sanguinaire, la psychopathie au sens strict. La sociopathie, c'est l'équivalent, mais sans que le sang coule. Ce sont des gens qui sont tout aussi obsédés par le fait de détruire les autres, mais qui n'ont pas d'attirance, ou plutôt ont un sens du danger tel qu'ils se gardent bien de passage à l'acte violent. C'est précisément par la manipulation psychique et l'emprise qu'ils ont sur les autres qui vont les pousser à bout pour qu'ils s'auto-détruisent. Donc en fait, la stratégie fondamentale du sociopathe et du pervers, c'est de pousser les gens à bout pour qu'ils s'auto-détruisent. Ce qui leur permet, évidemment, c'est presque le crime parfait, si vous voulez. Alors, l'aspect psychopathie dans la tétrade noire, pour revenir à mon propos, c'est cette absence d'empathie et de compassion pour les souffrances des autres. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez terrifiant sur le plan de la représentation. C'est-à-dire que on a tous, bien sûr, des pulsions agressives. Ça peut, par exemple, arriver qu'on se mette en colère avec nos enfants. Et puis, quand l'enfant, qui est toujours assez impressionné par la colère de l'adulte et du parent, se met à pleurer ou montre qu'il est vraiment pas bien,
voyez ce que je veux dire? On a l'agressivité qui tombe précisément parce qu'on est capable de tenir compte de ce que vit l'autre. J'ai parfois rappelé que biologiquement, les pleurs servent à ça. Hein, quand l'enfant se met à pleurer, ça désactive l'agressivité de l'adulte. Et bien sûr que si j'en veux à quelqu'un et que je m'exprime et que cette personne manifeste de la détresse, il va y avoir ce processus de régulation qui se met en place. Et la dimension psychopathique de la tétrade noire, c'est celle qui fait que ces gens-là n'ont pas ce système de disponible. Alors, on a fait beaucoup d'expériences, par exemple, en projetant des images de violence, d'accidents, de meurtres sur un écran, alternativement avec des images neutres ou plaisantes, et on voit effectivement que chez vous et moi, chez le commun des mortels, quand il y a des images qui sont violentes, vous voyez, il y a des réactions de stress qui s'activent en nous. Chez les psychopathes, rien. Et donc, ce sont des gens qui peuvent violer, éventrer, trucider quelqu'un d'autre sans avoir la moindre réaction. Alors, on a malheureusement des témoignages de ça, notamment dans les camps de concentration, dans les prisons, un des tortionnaires qui était capable de faire vivre mais des choses ignobles à d'autres et qui, vraiment, ça leur faisait ni chaud ni froid, quoi. Et ça, dans la tétrade noire des sociopathes et des pervers, c'est une caractéristique. Donc, il faut savoir que ce sont des gens qui n'auront jamais d'empathie, sauf une empathie feinte, c'est-à-dire aux fins de manipuler les autres. Et puis la quatrième caractéristique, on a longtemps parlé de la triade noire et maintenant de plus en plus on parle de tétrade, on rajoute le sadisme, c'est-à-dire la jouissance d'infliger de la souffrance à l'autre, petite ou grande. Hein, ça peut être juste faire en sorte que sur le milieu de travail, quelqu'un se retrouve accusé à tort par rapport à quelque chose qu'il n'a pas fait. Et dans un cas comme ça, le pervers jubile si c'est lui qui a mis en œuvre la machination qui conduit à ce que cette personne souffre. Et oui, Martine, dans le fil de commentaires, je vous rejoins, c'est fou, ça fait peur, absolument. C'est terrifiant, et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'arrivent même pas à imaginer que ça existe. Et donc, les personnes perverses et sociopathes, il leur manque, Dieu merci, l'élément sanguinaire et violent, mais ils cochent toutes les cases. C'est-à-dire que c'est exactement la même intention et la même finalité. Et c'est malheureusement des personnalités qui sont extraordinairement stables. Donc, comme l'a dit une psychiatre qui est spécialisée dans ces questions, c'est des carrières qui commencent au bac à sable ou au jardin d'enfants et qui se terminent dans les EHPAD. Ce sont eux qui orchestrent les phénomènes de harcèlement de certains élèves dans les cours d'école et ils sont à la manœuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont harceler les malheureuses victimes. Ils vont instrumentaliser les leaders et les autres membres de la bande pour que eux s'en prennent à la victime tout en restant invisibles dans le processus. Et ça va jusque dans les EHPAD. Donc, ce sont des gens qui ne changent jamais, qui sont construits ainsi. Et donc, les questions arrivent dans le fil de commentaires. Pourquoi sont-ils ainsi ? On a des indications assez claires à cet égard. Ce qu'indique la recherche, c'est qu'il y a un effondrement du noyau narcissique à un stade extrêmement précoce, entre 2 et 3 ans. Et pour tous les parents parmi nous, nous savons que l'âge de 2 ans, c'est un passage un petit peu délicat, c'est le stade du non, où l'enfant commence à dire non pour s'opposer. Jusque-là, il est beaucoup dans l'ouïe, puis à un moment donné, il découvre qu'il a le droit qu'il a la possibilité de dire non, et que ça lui permet de se différencier de ses parents et d'exister par lui-même. Non, je ne veux pas manger ça. Non, je ne veux pas m'habiller. Non, je ne veux pas me brosser les dents. Il y a un cas de figure que j'ai connu avec un de mes enfants qui m'a beaucoup amusé. C'était en plein hiver, alors qu'il faisait -10 dehors à Genève. On devait sortir faire une course. Donc,
Ma fille avait mis sa combinaison et son anorak et son manteau, mais elle a refusé de mettre ses bottes en disant « je veux sortir en chaussettes ». Non. Et ça, il faut savoir que c'est une phase qui, Dieu merci, passe très vite, mais qu'en même temps, l'enfant en a besoin dans ce processus de commencer à exister par lui-même et de se distinguer des parents. Alors évidemment, il ne faut pas céder, il faut rester ferme, il faut être têtu et patient, mais en même temps, ça ne sert à rien non plus d'en vouloir à l'enfant d'être dans ce processus, parce que c'est juste ce dans quoi il est. Et entre 2 et 3 ans, il y a toute une construction narcissique, justement. Narcissique, c'est un terme qui est devenu un peu péjoratif dans le langage commun. Mais en fait, un bon narcissisme, c'est excellent, il n'y a rien de tel. C'est le fait de savoir qu'on est une personne valable, respectable, que bien sûr on n'est pas parfait, mais qu'on mérite d'être bien traité. Je dirais un sain narcissisme, c'est ça. Et d'ailleurs, mon ami Fabrice Midal, qui aime bien dans ses livres prendre le contre-pied des injonctions habituelles, a écrit tout un livre sur pourquoi c'est bien d'être narcissique. Et en montrant que beaucoup de personnes qu'on identifie comme étant narcissiques, comme Donald Trump par exemple, qui effectivement est très moi je, en fait, c'est pas des gens narcissiques, c'est des gens qui sont en souffrance narcissique. Si dans l'intime d'eux-mêmes, ils étaient convaincus d'être des gens bien, compétents, capables, intelligents et aimables, ils n'auraient pas besoin de se la ramener autant qu'ils le font. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour en revenir au pervers, ce que la recherche a mis en lumière, c'est que au moment où ce sain narcissisme se construit, c'est-à-dire où l'enfant éprouve qu'il peut s'opposer au monde, qu'il a à s'opposer pour se différencier, ça ne fait pas pour autant de lui quelqu'un de mauvais. Et donc, il reçoit par ailleurs de la part de ses parents tout un ensemble de gratifications, de validations qui font qu'il se sent quelqu'un de valable, quelqu'un de bien, même si il a des crises de colère, même s'il s'oppose par moments, même s'il est petit et maladroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait là aussi, en tant que parents, à quel point les enfants sont avides d'un regard qui les apprécie et qui les valide. Regarde, je saute d'une marche. Regarde, je saute de 2 marches. Regarde, je sais faire la pirouette. Regarde mon beau dessin. Ah oui, c'est magnifique, mon chéri. Qu'est-ce que tu dessines bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute cette validation qui fait que petit à petit, l'enfant se remplit du sentiment que il est OK, il est digne d'être aimé, il est quelqu'un de bien. Et ce que la recherche a montré, c'est que les pervers narcissiques, très souvent, grandissent au contact d'un parent qui est impossible à satisfaire. C'est-à-dire qu'il ne donne rien, jamais de cette validation dont l'enfant a besoin. Et donc, l'enfant ne peut pas construire ce socle de narcissisme, et en fait, il y a une forme d'effondrement du narcissisme qui va faire qu'il ne peut se sentir être quelqu'un de bien qu'à la condition de rabaisser ou de brutaliser les autres. Voilà, c'est vraiment ça. C'est au lieu que la construction se fasse d'une manière qui génère de la densité, un certain rayonnement, il y a un effondrement, le pli est pris, et donc c'est des gens qui, ne pouvant pas satisfaire un parent impossible à satisfaire, vont se venger contre le monde entier, et notamment, c'est une des marques caractéristiques des manipulateurs pervers, en détestant et profanant tout ce qui relève de l'amour. Ce sont des gens extraordinairement cyniques intérieurement quant à l'amour. Et à vrai dire, ils ne supportent pas l'innocence, la gratuité, la bienveillance et la générosité de l'amour. Et donc, leurs cibles privilégiées seront des gens qui ont plutôt naturellement tendance à être dans ce registre. Avec le développement de ces 4 facettes principales qui en font des armes de guerre contre tout ce qui est humain, tendre, sensible et vulnérable.
Alors voilà, si vous voulez, à la fois pour la théorie, mais évidemment que c'est bien plus que la théorie. Hein, ce que je viens de partager avec vous, c'est la compréhension de la nature du phénomène, et qui évidemment est, comme cela a été relevé, assez terrifiante, très inquiétante. Euh, et je dois dire que pour moi, quand j'ai finalement compris de quoi il s'agissait, j'ai presque eu l'impression d'une dimension théologique. J'avais évidemment lu ce qu'on racontait sur le diable et Satan dans la Bible, et en toute franchise, ça me paraissait un peu être du folklore archaïque, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais quand tout d'un coup vous lisez que c'est l'ennemi du genre humain, le père du mensonge, celui qui sépare et qui oppose, celui qui met des obstacles en permanence, bah, effectivement, il y a quelque chose de très congruent dans le sens où les pervers ne supportent pas ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est juste. Et ça, on l'a beaucoup vu avec Macron, je me suis permis de le dire, mais alors évidemment, c'est toujours un peu délicat de faire des interprétations psychopathologiques sur des personnages publics, et puis en même temps, il nous donne quand même des exemples de comment ils se comportent. Et j'ai souvenir, par exemple, d'une scène que j'ai déjà commentée où il s'est fait interpeller à un moment donné par une infirmière suspendue et qui était en larmes et il disait mais vous vous rendez pas compte, j'ai perdu mon gagne-pain, je sais pas comment nourrir ma famille, voilà, je veux juste pas me livrer à une expérimentation médicale, et elle était en train de le filmer avec son smartphone à ce moment-là, et lui l'a coupé avec un mépris en disant mais vous êtes en train de me filmer, mais c'est pas du tout respectueux. Donc il n'avait aucune sensibilité à ce que cette femme était en train de partager du drame qu'elle était en train de vivre. Il l'a pris de haut avec mépris et cette malheureuse s'est excusée. Elle a dit « Ah oui, excusez-moi » et là, elle a arrêté de filmer. Vous voyez, comme si elle avait été prise en tort. Et ça, c'est vraiment la marque du pervers. Vous voyez, ce qu'il veut, c'est prendre le dessus, rabaisser, humilier, mais en étant totalement imperméable à la détresse de l'autre. Et d'autant plus qu'en l'occurrence, c'est lui qui avait généré cette détresse. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui encore, il s'acharne. Je me permets un aparté, mais la France est le dernier pays au monde où les professionnels non injectés sont suspendus. Il n'y a plus aucun pays au monde qui n'ose infliger une indignité pareille. Et Macron, qui avait dit haut et fort qu'il voulait emmerder jusqu'au bout ceux qui s'opposaient à lui, eh ben, ne lâche rien. Et peu importe les drames humains, les suicides, la précarité, enfin les situations épouvantables qu'il génère autour de lui, ce sont des gens qui sont absolument sans pitié. Alors voilà pour le profil lui-même, si vous voulez. Alors, il a toujours existé. Il y a, selon les évaluations, de 2 à 4% de la population qui relève de ce profil, et qui sont des gens qui naviguent dans leur parcours de vie. Oui, très juste, merci Alain. Il y avait aussi tout à fait une autre vidéo d'Atali qui se retrouvait face à une jeune femme qui l'interviewait avec son masque qui était très légèrement en dessous du nez, d'une manière extrêmement méprisante. Il l'a coupé en disant « Votre masque, s'il vous plaît ?» Voilà. Ça fait froid dans le dos, mais voilà. Alors effectivement, je disais, c'est des gens qui naviguent dans la vie et qui laissent derrière eux un long sillage de destruction, de victimes. Et comme ils sont suprêmement habiles, ce ne sont pas des gens intelligents dans le sens évidemment de l'intelligence du cœur ou de la sensibilité, mais ce sont des stratèges et des tacticiens hors pair. Et évidemment qu'ils sont très difficiles à démasquer, parce que dès qu'une victime comprend ce dans quoi elle a été prise, et désigne son agresseur comme quelqu'un qui lui a fait subir cela, il n'y a absolument aucune trace. Et la plupart des gens
d'emblée considèrent que la victime exagère. Justement, parce que le monde n'est pas en noir et blanc, il n'y a pas les bons et les mauvais, chacun voit les choses à sa manière. Et ils poussent les victimes à bout, ou si la victime leur échappe, ils en cherchent une autre. Alors, juste pour marteler le clou, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais une amie médecin m'avait fait cette confidence un jour que elle avait une patiente qui vraiment allait très très mal et qui était à risque suicidaire. Et elle a parlé au mari de cette patiente en lui disant, mais si elle va mal, de grâce, faites-la hospitaliser, appelez-moi, faites-la hospitaliser, mais ne la laissez pas dans cet état-là. Et une semaine après, la femme se suicide. Elle parle au mari en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, elle n'allait pas bien, alors voilà, euh, elle est passée à l'acte. Et la médecin lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez rien fait? Je vous avais dit de faire quelque chose. Elle a dit, vous comprenez, elle m'avait fait promettre de ne pas la faire hospitaliser. Et quelques jours après, il emménageait, il faisait venir sa maîtresse dans l'appartement où sa femme s'était suicidée. Et là, elle a ouvert les yeux. Et donc, malheureusement, il y a une traîne de destruction. Et quand les gens s'échappent, disent, ou qu'il y a un milieu dans lequel ils sont suffisamment démasqués pour pour ne plus pouvoir agir de la même manière, eh ben, ils changent d'endroit, ils vont ailleurs. Et c'est comme ça notamment qu'on a vu beaucoup de prêtres pédophiles. Alors la pédophilie, c'est encore une autre histoire, mais ça peut se recouper évidemment avec la perversité. Il y a différents types de pédophilie. Mais toujours est-il que ces grands manipulateurs, vous voyez ce que je veux dire, sont à peu près jamais arrêtés. Et donc, ils ont comme ça des carrières extrêmement fructueuses, mais tirant profit justement du fait qu'il n'y a pour l'instant pas suffisamment de compréhension de la réalité de ces phénomènes, pas suffisamment de connaissances quant à qu'est-ce qui les signale, et pas suffisamment d'immunité pour les mettre en échec. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films et beaucoup de romans qui décrivent ça très très bien, et entre autres, parce que il faut aussi l'évoquer, les pervers ont quelque chose de fascinant pour le commun des mortels. Il y a une fascination face aux pervers. Et d'ailleurs, ils dégagent une espèce de charisme noir. Je ne sais pas comment le dire. C'est comme une lumière noire, mais qui est un petit peu fascinante à certains égards. Évidemment qu'il y a beaucoup de films qui mettent en scène des pervers, aussi parce qu'ils ont une caractéristique qui, quelque part, fantasmatiquement, nous parle, c'est qu'ils s'autorisent tout ce que nous ne nous autorisons pas en tant que névrosés normal. C'est-à-dire que nous, en tant que névrosés, on a des limites, on a de la culpabilité, on ne s'autorise pas un ensemble de choses, mais c'est pesant, cette auto-limitation et ce contrôle dans lequel nous sommes en permanence. Et donc, quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui n'en a rien à fiche de ça, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa liberté, avec en plus, merci Valérie, c'est vrai, un côté très séducteur et charmeur, il y a quelque chose qui vient vraiment nous chercher à un endroit où ça peut générer une perception qui est totalement en décalage par rapport à la réalité des personnes. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les prêtres qui sont pédophiles, c'est un phénomène qu'on trouve dans tous les métiers exposés à l'enfance, et d'ailleurs, les pervers choisissent de préférence, pas uniquement, mais de préférence, des métiers d'aide, des métiers de relation d'aide avec des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, on en retrouve malheureusement beaucoup dans les professions soignantes, dans les professions d'aide à l'enfance en difficulté, dans la philanthropie et les organisations charitables, et puis de manière générale, dans tous les endroits où il est possible d'avoir du pouvoir sur les autres. Ils ont aussi malheureusement un avantage compétitif, et c'est pour ça Albert Jacquard l'avait dit il y a longtemps, je l'ai souvent répété, que notre société devenant tellement orientée vers la compétition entre les années 90 et les années 2000,
on a effectivement, Jacquard l'avait dit, créé une société dangereuse. Parce qu'en d'autres termes, aujourd'hui, pour devenir président des États-Unis ou président de la France, vous n'avez aucune chance d'y arriver si vous n'êtes pas habité par quelque chose de cette nature. C'est un tel parcours du combattant. Il faut survivre à tellement de guet-apens, il faut tellement poignarder des concurrents dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous n'êtes pas dans cette obsession du pouvoir à tout prix, a priori, vous n'allez pas vous fatiguer à vivre une vie pareille. Et donc, ce sont des gens qui ont une extraordinaire facilité à se promouvoir ou à être élus à des positions de pouvoir. Alors évidemment qu'en temps normal, tout ce que j'invoque là, tout ce que j'évoque là, est relativement contenu par le fait qu'il y a des règles de vivre en société, il y a une morale, il y a une éthique, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas se comporter n'importe comment. Mais c'est là malheureusement où les périodes comme celles que nous vivons actuellement sont du pain béni pour cette typologie, parce qu'ils peuvent s'en donner à cœur joie. Et notamment dans l'article que j'ai traduit de John Ioannidis sur l'analyse des mesures de contrainte, leur inutilité et de ce que ça a généré sur la société, les auteurs soulignent que dès lors qu'on a créé une pensée unique en invoquant un danger exagéré pour que la population ait peur, il y a une agressivité naturelle qui se détourne contre des groupes désignés, des boucs émissaires, si vous voulez, qui ont été bien sûr les soi-disant complotistes, les soi-disant anti-vax et les soi-disant coronasceptiques. Et dans un temps comme celui-là, il y a une licence à maltraiter chez ces gens ou à appeler à les maltraiter. Exactement comme contre les Noirs dans le sud des États-Unis, exactement comme les Juifs contre les Juifs dans l'Allemagne nazie, ce sont toujours les mêmes processus. Et donc, des temps comme celui que nous vivons sont une espèce de paradis des pervers, et à tel point que, étant donné l'évolution du management depuis 1990 à aujourd'hui, ils sont à peu près dans toutes les positions de pouvoir. Et là, on a vraiment l'impression que toutes les portes de l'enfer sont ouvertes. Hein, c'est vraiment la caverne hantée de Disneyland. C'est la maison hantée. Il y a des diablotins partout, il y a des spectres partout, et chaque personne que vous voyez dans une position de responsabilité, c'est un pervers de plus. À peu de choses près, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et donc cette contenance sociétale aujourd'hui a complètement pété, et ça malheureusement c'est caractéristique des moments de totalitarisme. On se doute bien que l'entourage de Staline ou de Hitler n'était pas composé d'enfants de cœur. Alors, dernier élément que j'aimerais introduire dans cette connaissance des processus pervers, c'est que, évidemment, que les pervers ne s'en prennent pas à n'importe qui. Et pour en revenir à ce que j'évoquais avant, c'est qu'ils ne supportent pas l'innocence et la bonté. Leurs cibles privilégiées vont être ce qu'on appelle dans le jargon psychologique contemporain les empathes, les empathiques. Des gens qui, à l'inverse, ont une forme de naïveté bonasse, bienveillante, qui ne pensent pas à mal, qui essayent de voir les gens et les choses du bon côté, sont plutôt assez généreux, ou pour le dire autrement, sont pourvus de toutes les qualités dont le pervers est dépourvu. Et oui, ça inclut, merci Valérie, les hypersensibles. Hein? Alors, je fais un tout petit détour socio-anthropologique. Vous savez qu'un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, qui depuis 40 ans défriche l'évolution de nos sociétés, qui a tellement bien vu, tellement bien pressenti tout ce qui nous arrive, relevait que la modernité, qui est une époque dont on est en train de sortir, qui est en train de terminer, s'était caractérisée par une rationalité qui, devenant de plus en plus technique et de plus en plus numérique, devenait ou courait le risque de devenir morbide, de devenir déshumanisé. Et c'est exactement la flambée dans laquelle on est. Aujourd'hui,
tous les systèmes sociaux sont devenus très déshumanisés. Il y a une métrique, tout doit être mesuré, il y a des procédures, tout est pris là-dedans. Et Maffezoli, à l'inverse, plaide depuis toujours pour ce qu'il appelle la rationalité sensible. Bien sûr, il s'agit d'être rationnel. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. La rationalité, c'est important dans la vie, mais elle doit être sensible. Et donc, il doit y avoir cette rencontre du cœur et de la raison, cette rencontre de la sensibilité et des compétences cognitives dépendant du centre exécutif de notre cerveau. Et d'ailleurs, les vraies personnes intelligentes, les vrais leaders charismatiques non pervers sont ceux qui savent rassembler les deux. C'est les Martin Luther King, c'est les Nelson Mandela, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui ont la ressource de la sensibilité et de l'intelligence. Et donc, eux ne supportent pas ça, les pervers. Et donc, leur cible de choix, ce sont les hypersensibles, les empathes, et ce qu'on appelait les hauts potentiels ou les phylocognitifs, enfin on peut appeler ça de plein de manières différentes, mais des gens qui effectivement ont cette particularité d'avoir ce mélange de créativité et de rationalité, ce mélange de sensibilité et d'intelligence. Et d'autant plus que ce sont des gens qui aiment le défi. Vous voyez, martyriser des pauvres idiots, excusez mon français, ça n'a aucun intérêt pour eux. Par contre, quand tout d'un coup, ils trouvent des gens qui, au contraire, sont des gens qui ont beaucoup de qualité et une certaine intelligence, là, dans leur jubilation de jouer au chat et à la souris, c'est vraiment ce qui les excite le plus. Et donc, malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, ce serait pas mieux si c'était d'autres cibles, mais le fait est que les cibles des pervers sont en général des gens qui ont des caractéristiques symétriquement opposées aux pervers, mais aussi ces extraordinaires zones de vulnérabilité, des zones aveugles qui font qu'ils n'ont pas la capacité de soupçonner les autres d'avoir de mauvaises intentions. Et le processus par lequel ça se passe, c'est un processus d'emprise qui peut évidemment être agi de manière différente, mais la manière la plus classique, c'est qu'il y a une séduction d'emblée extrêmement forte, et les pervers excellent à se présenter sous un jour presque bouleversant de générosité et d'innocence. Et souvent, les hypersensibles qui vont devenir les victimes se disent « mais c'est incroyable, ça prouve que la bonté existe, puisque des gens peuvent être aussi généreux, aussi pleins d'abnégation, aussi compassionnels. » Sauf que c'est une illusion, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans la fragilité des victimes, il y a cet idéalisme qui cherche à se dire « mais il y a des bouts de paradis sur Terre ». Et quand tout d'un coup, le pervers arrive en mimant le paradis, hein, c'est le diable qui se fait passer pour Dieu, et bien là, l'empathe, il perd complètement ses repères et ses grilles de lecture, et donc l'emprise, c'est le processus par lequel le pervers va coloniser l'esprit et le discernement de la victime, et notamment en le faisant entrer dans sa logique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'évidemment, dans toutes ces professions ou catégories très maltraitantes, alors je dis souvent à quel point le traitement réservé aux suspendus aujourd'hui est abominable, il est monstrueux. Mais quand la NUP, vous dites comme ça, là, le parti de gauche en France fait un sondage auprès de ses membres sur Twitter, 55% des gens disent on est contre la réintégration de ce personnel. Il n'y a pas 55% de pervers dans les partis de gauche, c'est pas vrai. Mais ces gens sont sous l'emprise des pervers qui ont colonisé leur esprit. Et d'ailleurs, comme dans toutes les dérives sectaires, les pervers s'arrangent toujours pour aliéner leurs victimes à leurs liens d'appartenance naturels et bienfaisants, familiaux et autres, amicaux, etc., de sorte à ce que les victimes trahissent leurs valeurs. Et c'est tout ce processus d'emprise qui
garantit la stabilité du système entre le pervers et sa victime pendant un temps relativement important. Alors, comment est-ce que cela finit? Eh bien, cela finit soit évidemment parce que la victime va tellement mal qu'elle connaît des grosses difficultés dans sa vie, et là, il y a une espèce de qui tout double, c'est-à-dire que soit le pervers arrive à ses fins et arrive à détruire ou à pousser sa victime à se détruire, soit il y a un réveil à un moment donné, et à ce moment-là, une fois que les choses sont mises en pleine lumière, j'ai envie de dire, la partie est gagnée. Et les victimes reprennent vie extrêmement vite, parce que ce sont des gens pleins de vitalité. On pourrait aussi dire que les pervers, au fond, ils n'ont pas de vitalité en eux-mêmes. Ils pompent en permanence la vitalité de leurs victimes, et ils ont besoin d'une victime. De nouveau, c'est terrifiant, c'est un peu de la vampirisation, si vous voulez. Donc, dès qu'ils perdent une victime ou une proie, ils vont en chercher une autre, parce qu'ils en ont besoin. Merci Philippe de rappeler qu'il génère une angoisse, un malaise, c'est vrai. Et puis en même temps, c'est souvent très double, parce qu'il y a aussi cet aspect de séduction et d'idéalisation. Donc, c'est un espèce de mélange des deux, mais qui assez vite en vient à court-circuiter les fonctionnements naturels, cognitifs et affectifs de la personne. Et justement, parce que les choses sont doubles, il y a des doubles contraintes, il y a des renversements, le monde devient fou au contact d'un pervers. Et j'en donnerai encore un exemple tiré de l'actualité. Il est fascinant de voir, par exemple, combien l'agressivité, l'animosité collective aujourd'hui contre des complotistes est en fait le processus même psychologique des conspirationnistes pathologiques. Je m'explique. Évidemment qu'il n'y a pas une grande secte des complotistes qui complotent pour mettre à mal les politiques sanitaires bienveillantes mises en place par les gouvernements. C'est un fantasme. Mais ce fantasme-là est exactement le fantasme des vrais complotistes. Ils imaginent un complot là où il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, les anticomplotistes imaginent qu'il y a un complot des complotistes pour mettre en échec les bonnes politiques sanitaires. Mais ce complot des complotistes n'existe pas. Laurent Mucchielli et d'autres l'ont dit de manière très, très, très probante. Et donc, vous voyez le renversement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont persuadés de lutter contre le complotisme, mais qui en fait sont eux-mêmes dans une idéologie complotiste. Et ça devient tellement compliqué. Si vous n'avez pas un cerveau un petit peu agile et suffisamment de compréhension préalable pour comprendre comment ce genre de bidule peut se goupiller avec ces inversions accusatoires systématiques. Vous voyez, les anticomplotistes qui sont dans du complotisme accusent les gens qui ne sont pas dans du complotisme d'être des complotistes. Waouh! Donc, les personnes qui sont prises là-dedans sans se rendre compte de ce qu'elles vivent, elles sont juste complètement paumées. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour elles d'aller dans le flux du courant. Et on voit ça aujourd'hui avec des professions comme les journalistes. Ils sont devenus paranoïaques. Les gens sont agressifs avec nous, ils nous accusent, ils se rendent pas compte, on fait du bon boulot. Maintenant que des gens comme Thomas Durand ou Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch sont démasqués dans la réalité de ce qu'ils font, qui est juste abominable. Je veux dire, c'est des gens qui ne font que coller des étiquettes dégueulasses à longueur de journée. Alors ils se mettent à hurler en disant mais on est victime de la persécution des anti-vax qui... Donc, vous voyez, s'il n'y a pas ces repères de compréhension, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir encore, c'est que une fois qu'on a la compréhension, évidemment qu'il est possible de se protéger. Et la première ressource face à un manipulateur, c'est de ne pas être sensible au ressort de manipulation qu'il met en œuvre.
Parce que très souvent, il y a aussi des jeux qui sont un peu de l'ordre du chantage affectif. Vous voyez ce que vous voulez? C'est des gens qui cherchent à vous conduire dans une direction, et quand vous vous montrez complètement indifférent à ça, que ça soit oui ou non, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne donnez pas prise à la manipulation, et au fond, comme ce sont des gens qui ont besoin de ces zones de faiblesse chez leurs victimes, quand ils sentent que vous êtes dans cette liberté par rapport à ce qu'ils essayent de mettre en œuvre, eh ben, il y a quelque chose où ils ressortent très très vite. Moi, j'avais eu j'ai un exemple comme ça dans une supervision d'équipe dans la protection de l'enfance que j'avais donnée. J'étais arrivé dans un groupe qui m'avait accueilli avec intérêt et chaleur. Et puis, il y a un type qui tout de suite s'est mis complètement en résistance par rapport à une proposition, et j'ai vu même physiquement qu'il était dans cette typologie-là. Alors, j'ai laissé venir, et à la deuxième ou la troisième séance, il a essayé de prendre le pouvoir sur le groupe en mettant en échec les propositions que j'étais en train de faire. Alors, une des clés pour pas se laisser coincer, c'est de rester fluide. C'est de pas se dire « oulala » ou « comment hostile » ou c'est hyper dangereux », parce que là, vous vous mettez à stresser et vous allez plutôt donner l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à vous reprocher. Donc, j'avais suffisamment appris à ce moment-là pour me montrer extérieurement très intéressé par ces objections, mais en montrant assez rapidement qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Peut-être que ma proposition était bonne, peut-être qu'elle n'était pas si bonne que ça, mais tant qu'on n'avait pas essayé et tant qu'on ne s'était pas donné une chance de la mettre en œuvre, c'était un peu idiot de préjuger par avance de ce qui allait en être. Et donc, j'ai pu le mettre en échec comme ça à 2 reprises sur 2 séances. Et c'est un type qui était à 6 mois de la retraite. Et après, il a obtenu de son chef d'équipe d'être dispensé de supervision étant donné qu'il était proche de la retraite. Par contre, ce qui évidemment m'a fait un petit peu ébranlé, c'est que c'est un type qui a travaillé toute sa vie dans la protection de l'enfance, avec de l'enfance maltraitée, des couples en crise, etc. Et je n'ose pas penser aux dégâts qu'il a dû faire dans les situations où il est intervenu. Et on sait malheureusement qu'il y a beaucoup de services de protection de l'enfance ou d'aide à des publics en vulnérabilité, où il y a beaucoup de dérives abominables qui se passent. L'autre élément, c'est que, ça aussi on l'apprend par l'expérience, il faut faire le deuil et renoncer à l'espoir d'avoir une relation sincère avec ces gens-là. Parce qu'on est dans une relation qui n'est pas sincère, c'est très douloureux pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être en désaccord avec les uns et les autres, on peut se disputer, on peut tout ce que vous voulez, mais tant qu'il y a de la sincérité de part et d'autre, tout est vivable. Mais quand on est face à des gens qui sont incapables de sincérité, ça génère quelque chose de très douloureux en nous, qui peut, sans que ça soit conscient, devenir un peu forcené dans le fait d'arriver à obtenir une relation sincère avec l'autre personne. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais le mouvement comme ça, psycho-affectif et existentiel, est tout à fait patent pour moi. Et ça, c'est un espoir qu'il faut laisser tomber. On ne peut pas avoir une relation sincère avec un pervers et il ne faut pas chercher à en avoir. Parce que le mieux qu'il puisse faire de son côté, c'est de faire semblant pour nous tendre un piège et nous attirer dans un traquenard. L'autre élément, c'est de ne jamais croire quoi que ce soit qu'ils disent. Et notamment dans un milieu professionnel, ça passe par le fait de tout mettre par écrit. Par exemple, vous vous mettez d'accord avec quelqu'un dans une conversation orale, et bien après, vous envoyez droit derrière un mail disant « Je te confirme, suite à la discussion que nous venons d'avoir, que je vais faire telle ou telle chose, telle que nous sommes mis d'accord que ça soit le cas. » Parce qu'avec quelqu'un qui ne serait pas dans ce cas-là, vous pouvez de bonne foi vous dire « Mais
s'il y a un lézard, il dira bien qu'on s'était mis d'accord que. Mais avec un pervers, ça va être l'inverse. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il dit ça pour se donner une excuse ou essayer de m'attribuer le blâme, mais non, j'ai jamais dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est d'être dans un système de protection, il faut devenir extrêmement tactique, mais en sachant aussi que la règle de base face à un pervers, c'est de ne pas être là. Et donc, dans des couples, il faut se mettre à distance, il faut rompre, se séparer, se protéger. Et dans les milieux professionnels, alors soit on arrive à contenir la nuisance de la personne en se mettant suffisamment à l'écart et en ayant des pare-feux ou des protections, ça m'est arrivé dans certains contextes professionnels, mais si ça n'est pas possible, sans état d'âme, il faut prendre ses distances. Et évidemment que dans une situation collective comme aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que vous prenez vos distances avec un gouvernement qui est profondément pervers. Comment est-ce que vous prenez vos distances avec un conseil constitutionnel qui est profondément pervers? Comment est-ce que vous prenez vos distances avec un système médical qui est devenu profondément pervers? Et c'est là où malheureusement on est dans des circonstances historiques particulières, où il faut que nous fassions vivre dans les interstices où ils ne viendront jamais suffisamment des choses belles, bonnes, justes, vraies et nourrissantes pour pouvoir ne pas juste être sous la coupe du monde dystopique qu'ils sont en train de créer, reprendre notre souffle, mais aussi vivre des choses qui sont en cohérence avec notre humanité. Alors, bien sûr, on pourrait développer beaucoup plus. Je suis désolé pour ceux et celles qui connaissaient déjà un peu cette question. Il est bien possible que nous fassions un programme avec Ariane Milgrand, qui évidemment est une des grandes spécialistes, autour de la manipulation. Mais je vous donne déjà un certain nombre de références, en plus des livres d'Ariane. J'espère qu'ils vont apparaître pas comme dans un miroir, donc dites-moi si c'est le cas. Vraiment un livre pour moi de référence, c'est celui-ci de Hélène Vekali qui s'appelle Mettre les pervers échecs et maths. Pour moi, il est absolument remarquable. C'est une psychanalyste à l'origine, où elle a été longtemps psychanalyste, elle est coach, et franchement, c'est un bouquin absolument remarquable. S'il n'en fallait qu'un, il y aurait celui-là. Une autre auteure, et qui a aussi des sites, qui est tout à fait remarquable, c'est Geneviève Schmidt. Celui-ci s'appelle Le manipulateur pervers narcissique, comment s'en libérer. Et même chose, c'est quelqu'un qui a subi un sacré baptême du feu, mais qui a mis ça à profit pour aider les autres, et franchement, c'est absolument remarquable. Après, on a évidemment Isabelle Nazaraga, qui est aussi une spécialiste de haut potentiel, qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous, comment les repérer ?» Et notamment, elle propose quelque chose d'intéressant, c'est que la manipulation fait partie de la vie. On est tous un peu manipulateurs, mais c'est le un peu qui compte. Et elle donne notamment des échelles qui permettent de se tester soi-même déjà. Est-ce qu'on a tendance à être un peu ou beaucoup manipulateur, mais qui permettent aussi de faire la différence entre la manipulation naturelle. Et là encore, les parents parmi nous savent à quel point les enfants sont manipulateurs. C'est même des virtuoses de la manipulation. Ils doivent marcher 1 kilomètre. Ah, j'ai mal à la jambe, truc. Ah, il faut courir à l'épicerie chercher un bonbon. Ils ont plus du tout mal. Donc voilà, Isabelle Nazaraga, c'est vraiment de la très bonne documentation. Il y a un classique de Joule et Beauvois qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est vraiment intéressant parce qu'alors eux aussi ils parcourent d'une manière plus large, c'est pas tellement focalisé sur les pervers, mais plutôt sur les processus de manipulation, notamment dans le marketing, les entreprises, la politique, etc. C'est intéressant. Et puis évidemment, Christelle Petit-Colin,
qui est une auteure à succès, mais dont vraiment j'aime beaucoup le travail. C'est une personne que je trouve très, très intègre et très créative. Donc, elle a plusieurs best-sellers. Je pense trop. Pourquoi penser trop rend manipulable. Enfants de manipulateurs, comment les protéger, notamment pour les personnes qui ont été en couple avec des pervers. Et puis, encore une référence que je trouve assez bonne, Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille, d'Yvonne Poncet-Bonissol. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de références et d'ouvrages. C'est heureusement un sujet qui commence à être bien, bien connu et bien compris. Excusez-moi. Alors, je vous avais indiqué dans l'annonce de ce webinaire que nous n'en resterions pas là, Dieu merci, parce que c'est vrai que c'est étouffant. Et notamment dans cette espèce de strangulation que subit la population depuis 3 ans et plus, on est vraiment dans quelque chose de très étouffant, de très morbide, de très mortifère d'une certaine manière. Et donc, j'avais envie d'ouvrir pendant une quinzaine de minutes la question de comment nous encourager mutuellement. Mercredi prochain, donc dans une semaine, vous trouverez sur la plateforme en ligne une conférence que j'enregistrerai sur un des derniers livres de Michel Maffezoli qui s'appelle L'ère des soulèvements. Et en fait, Maffezoli, donc vraiment le travail socio-anthropologique est génial de mon point de vue. Il s'est formé à l'école de l'anthropologie de l'imaginaire avec Gilbert Durand, qui lui-même était un élève de Gaston Bachelard. Michel Maffezoli sent les courants souterrains du temps dans une vision longitudinale et lui indique, je l'ai souvent partagé, que notre époque est folle. Ça, c'est un constat que toute personne de bon sens est capable de poser. C'est vraiment en train de devenir fou furieux. On est presque dans un asile à ciel ouvert, mais c'est presque méchant pour les patients psychiatriques. Parce que l'immense majorité des patients psychiatriques sont totalement inoffensifs. C'est des gens bons, qui sont en souffrance, mais qui sont bons. Tandis que là, on est vraiment dans un asile méchant à ciel ouvert. Et Maffezoli, qui a vu ça arriver depuis très longtemps, ça fait 40 ans qu'il en parle, est très serein en disant c'est une bouffée délirante caractéristique de la fin d'une époque, mais par définition c'est passager, et ce qu'il détecte, et de nouveau c'est l'aboutissement d'un processus qui s'est déroulé pendant un certain temps, mais c'est qu'au fond il y a un découplage entre d'un côté la sagesse populaire, la puissance de la population, qui est le souverain, et les élites, entre guillemets. Alors, il y a des lecteurs qui m'ont reproché d'utiliser ce terme en disant qu'il faut arrêter de parler d'élite, ça n'existe pas, mais j'utilise le mot élite au sens maffezolien du terme, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Ceux qu'on entend, ceux qui parlent, ceux dont la parole façonne, et ceux dont les décisions façonnent ce qui se passe. Et cette élite, entre guillemets, qui a le pouvoir, mais pas la puissance, dans une société normale, elle est accolée ou en continuité avec la sagesse populaire et au service de la population. Dans les moments de disruption comme maintenant, il y a un déphasage entre l'élite et le peuple. Et évidemment que c'est le peuple qui en fait les frais, on est bien d'accord. Mais quand ce déphasage devient trop grand, il n'est plus viable, et donc plus les élites se radicalisent dans le fait de ne plus en avoir rien à fiche du bien-être de la population, plus elles s'aliènent la sagesse populaire et la puissance de la population. Alors, on le voit à plein pot aujourd'hui. La corruption, l'état de corruption aujourd'hui dans notre société est maximal.
On le voit au niveau du Parlement européen. La vice-présidente vient d'être chopée avec 1,5 million d'euros en billets dans des valises. Ursula von der Leyen, qui n'a jamais été élue, est quelqu'un qui est complètement corrompu et qui refuse de donner les informations légitimes auxquelles tous les citoyens européens auraient droit quant à aux conditions dans lesquelles les négociations se sont produites avec Pfizer. Emmanuel Macron est le plus corrompu de tous les chefs d'État français. On sait qu'il y a des commissions sur un certain nombre de transactions à l'époque où il était chez Rothschild qui ont disparu et qui sont, selon toute vraisemblance, dans des paradis fiscaux. Le parquet national financier, mais dont le principal responsable mangeait des petits fours à l'Élysée récemment, donc on ne peut pas être très rassuré sur son intégrité, on verra, mais vient d'ouvrir une enquête sur les liens entre McKinsey et Macron. Il démantèle l'industrie française pour la vendre à des pouvoirs étrangers. Il saigne le peuple français pour donner l'argent à des oligarques ukrainiens, c'est un des pays les plus corrompus au monde, qui, eux, envoient les jeunes Ukrainiens comme de la chair à canon se faire descendre sur le champ de bataille. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est dans un état de corruption maximale. Les médecins les plus corrompus reçoivent des légions d'honneur ou des prix. Nathan Pfeffersmadja, qui a été un harceleur de Christian Perron, j'allais dire Christian Raoult, vient de recevoir le prix de l'Académie de médecine pour un travail de merde, passer mon français. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui montrent qu'ils n'en ont plus rien à fiche. Ils ne sont plus tenus par quoi que ce soit qui les contraindrait à être en loyauté ou à faire semblant d'être en loyauté avec la population. Alors évidemment que je le dis en souriant, mais c'est pas drôle du tout. Parce que ce sont bien sûr les catégories les plus vulnérables de la population qui encaissent le plus. Mais d'un autre côté, si on ne comprend pas que cette bouffée délirante ne peut que les conduire dans le mur et ne peut que conduire à un réveil massif de la sagesse populaire dont on voit beaucoup de frémissements. Alors c'est vrai que beaucoup de gens se désespèrent en se disant mais rien ne bouge, les plaintes en justice n'aboutissent pas, ils continuent à faire ce qu'ils veulent, maintenant ils vont nous couper l'électricité, 80% des boulangeries vont faire faillite. Oui, 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 tout ça c'est les modalités, c'est la mécanique par laquelle ça passe. Par contre, Maffezoli utilise aussi beaucoup cette métaphore de la saturation proposée par des sociologues avant lui. Mais donc, quand vous mettez du sucre dans de l'eau chaude, ça se dissout, ça se dissout, ça se dissout, vous en rajoutez, ça se dissout, puis il y a un moment donné où la solution est saturée, et si vous rajoutez du sucre, ça ne se dissout plus. Et ce que lui dit, et vraiment je le perçois comme lui, c'est qu'on est dans ce processus de saturation. Et il y a un ensemble d'un dispositif aujourd'hui. Alors, je vous en donne juste 3 ou 4 si vous voulez. Mais, par exemple, l'État de Floride, avec un gouverneur remarquable à sa tête, Ron DeSantis, vient de nommer une commission dans laquelle ont été invités tous les meilleurs épidémiologistes qui ont été censurés impitoyablement par l'équipe de corrompus de Fauci. Donc, vous avez Jay Bhattacharya, vous avez Martin Kulldorff, vous avez Steve Atlas, et qui vont faire un cercle scientifique chargé de vérifier l'intégrité des systèmes de santé et de la médecine, mais aussi une évaluation implacable de l'honnêteté et de la légalité de la mise sur le marché des vaccins anti-Covid, des injections géniques. Et Ron DeSantis a d'ores et déjà dit que toutes les victimes vaccinales pourront se retourner contre les fabricants. Elon Musk, je ne suis pas un fan, ces histoires transhumanistes de Neuralink, ça me débecte. Mais à récupérer Twitter, et ce qu'il est en train de mettre à jour est énorme, énorme. Imaginez, Twitter, qui a juré devant le Congrès, c'est un parjure aux États-Unis, qu'il ne le faisait pas, a censuré des candidats aux élections.
ils ont mis des boulets, shadow banning, c'est-à-dire que quand vous publiez, il y a un système qui entrave le fait que ça circule librement pour influencer le choix des électeurs. Ils ont censuré toutes les informations sur l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, qui est une crapule qui magouille avec toutes les mafias du monde. Il faut savoir que le clan Biden est associé au crime organisé de manière structurelle. Et tout ça, ça tenait parce qu'il y avait ce système de censure mis en place par les médias mainstream et par les réseaux sociaux. Et depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, il a montré que la plateforme ne faisait rien contre la pédocriminalité, donc il a tout de suite dit c'est notre priorité. Et puis toute la censure qui s'appliquait à la bonne information sur ce qui se passait réellement et contre les voix scientifiques qui disaient des choses importantes, contre les magouilles en cours, tout ça est en train d'être libéré. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et même Le Figaro vient aujourd'hui de publier un article sur l'ordinateur de Hunter Biden. Alors, une personnalité en France a dit, mais ça fait des mois et des mois que je vous en parle, les nouvelles vous parviennent par diligence au Figaro. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où le truc n'est plus tenable. Et une fois que la saturation s'est produite, ça peut aller très vite dans l'autre sens. Le vice-président allemand vient de demander une enquête sur la mortalité des injectés qui flambe dans tous les pays où les injections ont eu lieu. On voit que les morts subites sans cause détectée ont augmenté dans des positions dramatiques. Donc, vous voyez ce que je veux dire? De mon point de vue, sauf à être dans un système chinois, et on n'a pas installé ça assez vite en Occident, ils ont cherché à le faire, ils cherchent encore à le faire, mais c'est en train de leur échapper. Et donc voilà, tout ça pour dire que je crois que cette perspective machiavélienne, mais qui n'est pas juste une bouffée d'espoir à bon compte, qui est une observation extraordinairement intelligente et sagace de notre société depuis 50 ans, est en train de confirmer que ça va être intenable. Et la vérité, c'est qu'une fois que les bastions vont tomber les uns après les autres, eh bien, nous nous trouverons face à un champ de ruines. L'université aujourd'hui est un champ de ruines. L'hôpital public est un champ de ruines. Les sociétés médicales sont un champ de ruines. Le gouvernement est un champ de ruines. Donc, voilà, tout ça pour dire que nous allons inévitablement traverser des temps qui sont durs, qui seront encore violents. Il va falloir vraiment être aguerri, être courageux. Mais en même temps, j'ai l'espoir que 3 ans de ce traitement-là, alors il nous a fait du mal, bien sûr, mais il nous a aussi rendus aguerris, si j'ai envie de dire. Et en ce qui me concerne, je ne vous cacherai pas à ce stade, il se peut que je m'illusionne complètement, mais je n'ai pas l'impression que nous pouvons d'ores et déjà commencer à envisager le moment où il faudra tout reconstruire, mais où nous aurons un énorme champ libre pour pouvoir le faire. Dans la province de l'Alberta au Canada, la nouvelle première ministre, à peu près du même niveau que Ron DeSantis, a viré tous les responsables de santé publique en disant des gens qui se sont permis des choses pareilles n'ont rien à faire aux commandes du balai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut qu'on tienne. Philippe Guillemant, physicien très attaché à l'optimisme, un peu plus que moi pour un ensemble de raisons, mais dit, voilà, la peur est une énergie très basse et si on marine dedans en permanence, on n'a pas l'inspiration de pouvoir contempler le monde qu'on aimerait voir advenir et il est important qu'on regarde aussi au-delà de cette passe difficile cette question fondamentale. Quel monde voulons-nous pour nous-mêmes et nos enfants à l'avenir? Et donc, je pense que ces interstices que nous avons vocation à créer et à habiter ensemble, faire sécession, dit Éric Ferrag, mais la démarche de Louis Fouché, des collectifs, va tout à fait dans ce sens-là. C'est aussi des endroits où nous autoriser à être utopiques, mais pas d'une manière complètement
voyez ce que je veux dire, compensatoire ou délirante. Mais, ok, ce monde s'effondre, ça se fera pas sans dégâts et sans souffrance, il va y avoir du sang et des larmes, bien sûr, mais en même temps, si on envisage, si on imagine qu'on puisse être débarrassé des pervers, mais aussi de la sclérose, de toute cette modernité en finition. Et je terminerai avec ça, mais Maffezoli nous donne encore une piste depuis longtemps en disant, c'est un livre qu'il a écrit, il y a longtemps, je crois à la fin des années 80, en disant le temps des tribus. Nous allons vers la communauté. La modernité, c'était l'individu, la séparation, chacun dans sa boîte, qui consomme les mêmes choses. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour vivre comme ça, séparé. Il est fait pour faire tribu. Et donc, dans les collectivités, dans les dispositifs communautaires, dans la mutualisation, dans les associations, dans les collectifs, dans les tribus, comment est-ce que nous pouvons envisager, tout en jouissant bien sûr de toute la technologie et de tout le bien-être matériel que nous pouvons avoir aujourd'hui, de retrouver des fondamentaux anthropologiques qui fassent par exemple que les enfants ne soient pas juste dans un huis clos avec leurs parents, ce qui est totalement antinaturel. Les enfants sont faits pour grandir dans des groupes humains où il y a beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants, des ados, des oncles et tantes, des personnes âgées. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, il est fait pour grandir dans ce biotope-là, pas dans un petit appartement avec juste papa et maman et l'école ou la crèche et à peu près rien d'autre. Donc voilà, j'espère vous avoir transmis un peu de mon enthousiasme et de mon courage par rapport à ça, parce que c'est vrai que, voilà, Dieu sait si, comme vous tous, je me bats et je me bouge à l'intérieur de cette période compliquée, mais j'ai l'impression qu'il est essentiel que nous le fassions. Et puis que, oui, il y a un ensemble de personnes qu'on a perdues, mais toutes celles qui ne sont pas perverses ou trop perverties, on va pouvoir les retrouver tôt ou tard. Il va y avoir des processus de pardon et de réconciliation et vous voyez ce que je veux dire? Il faudra bien les gérer. Mais déjà entre nous, et effectivement, une des situations les plus difficiles que j'entends de certains ou certaines, c'est des gens qui se sentent très isolés dans leur environnement, avec très peu de gens qui pensent comme nous, quelque part. Moi, j'ai le bonheur de ne vivre qu'avec des gens qui pensent comme nous. Donc, c'est vrai que je me sens pas du tout isolé. Donc, voilà. Encourageons-nous de toutes les manières belles et bonnes. Et donc, on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée.